Dans la famille vidéaste de merde faisant des vidéos interchangeables, je demande le fils. Putain, tu fais chier, bordel de merde. Haha, haha, ça veut dire que je les ai tous. J'ai Tommy le crado le grand-père. J'ai Régis le fils. J'ai le critique qui aurait dû rester masqué. J'ai Clap-merde la mère. J'ai Boostoker la grand-mère. Et j'ai même Incruste-cut la fille. Et je crois que nous sommes observés. Que diable! Ça ne vous aura sans doute pas échappé, mais Disney va sortir son chef-d'œuvre Mulan. Non pas au cinéma, mais sur Disney+, à un tarif de 30$ plus le prix de l'abonnement. Et ça fait polémique. Mais avant de commencer, si jamais vous voulez voir des Wuxianpian, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est-à-dire des films de sabre chinois, ceux-ci seront bien meilleurs. Pas la peine d'aller voir Disney. Et donc cette décision de sortir Mulan non pas au cinéma, mais sur sa plateforme de SVOD, c'est-à-dire Disney+, ça fait polémique. Ça fait polémique pour deux raisons. Déjà parce que c'est extrêmement cher, 30$ pour voir un film de merde. Mais à la rigueur, les gens sont cons et font ce qu'ils veulent de leur argent. Le vrai problème, c'est plus que les exploitants salles, c'est-à-dire les gens qui ont des cinémas, ils attendent des gros films à l'affiche pour que les cinémas soient à nouveau fréquentés. Vous le savez, les cinémas ont fermé avec le coronavirus, avec le confinement, et depuis, il n'y a toujours pas eu de grosses sorties salles qui amènent de nouveau le public en masse déferler dans les salles obscures. Parce que, aussi malheureux que ça soit, le cinéma d'auteur, parce qu'il y a toujours des films d'auteur qui continuent à sortir en ce moment, et ben ça ramène pas autant de gens en salle qu'un gros blockbuster de merde signé Disney. Et vous vous souvenez, moi je veux que les gens aillent en masse voir des films Disney pour qu'ils payent l'impôt sur la connerie, autrement dit les 10% du ticket de cinéma, c'est-à-dire le petit euro qui va revenir au CNC, qui va le permettre ensuite de financer de bons films français. Allez voir les Disney les jeunes, allez, payez votre impôt. Et donc on comprend bien qu'en sortant Mulan uniquement sur les services de SVOD, il va y avoir un cruel manque à gagner pour les exploitants salles. Surtout que là, on te dit oui, c'est un test, etc. Mais bon, on verra après comment est-ce qu'on va sortir nos prochains films. Donc en fait, il n'est pas exclu qu'ensuite, si jamais Mulan est un carton, et on verra si ça va être un carton ou pas, hein, ça sert à rien de jouer Madame Irma en disant oui, ça va être exceptionnel, ou bien de dire non, tout le monde va le télécharger, ça va être un bide total. On verra bien ce que ça va donner. Toujours est-il que si jamais c'est un succès, il est fort probable que Disney réitère ensuite l'opération et que l'on ait les films Disney directement en SVOD sur Disney+. Et là vous allez me dire mais il n'y a pas de problème, en fait on s'en fout. Alors il y a un petit problème parce que par exemple, si je prends le box-office 2019, en France, les 3 films qui ont fait le plus d'entrées, ce sont 3 films Disney. Et même si on prend les 20 films qui ont fait le plus d'entrées en France, il y en a 11 dans les 20, c'est-à-dire plus de la moitié qui sont des films Disney. Et donc là on se rend bien compte que les exploitants salles sont totalement dépendants du fait que Disney veuille ou non sortir des films en salle, tout simplement, pour engranger du fric. Sans Disney, beaucoup moins de gens en salle. Beaucoup moins de gens en salle, beaucoup moins d'argent. Beaucoup moins d'argent, fermeture de cinéma, chômage. Chômage, dépression, désespoir, délinquance. C'est ça que vous voulez, Disney? Et donc je trouve extrêmement malvenu lorsque notre ami Régis s'illustre en disant ceci sur Twitter, qu'il commet un petit gazouillis, et je cite « Toute l'année, ça pleure le fait qu'il y ait trop de blockbusters Disney au cinéma, et maintenant, ça pleure qu'il n'y en a pas, j'en ai marre. » Et là, en fait, il ne se rend pas compte qu'il n'y a pas de contradiction, c'est-à-dire que moi, effectivement, je pense qu'il y a trop de blockbusters Disney au cinéma. J'avais fait une vidéo pour l'expliquer, mais je pense pas qu'il y ait trop de blockbusters, je pense qu'il y a trop de blockbusters Disney, c'est-à-dire que l'industrie cinématographique est trop dépendante d'un seul acteur, et cet acteur c'est Disney. Admettons, Pixar, Marvel, Star Wars et les studios Disney sont encore séparés, ça veut dire que si jamais Disney décide de retirer son film en salle, il n'y aurait juste pas eu Mulan au cinéma. Mais en attendant, les Avengers pourraient continuer à sortir en salle, les Star Wars pourraient continuer à sortir en salle, les Pixar pourraient continuer à sortir en salle. Mais là, il y a un tellement gros acteur qui peut décider subitement de retirer toutes ces billes d'un coup que finalement, les exploitants salles sont totalement dépendants de Disney. Et je passe bien sûr sur toute l'uniformisation du processus artistique que j'avais déjà décrit dans cette vidéo-là. Disney, en fait, est en état de quasi-monopole. Et c'est jamais bon un monopole, sauf un bon monopole d'État. Nationalisons Disney pour faire des films de propagande pour le royaume de France. Surtout que Disney sort d'une année 2019 qui a été, on va dire, formidable en termes de chiffre d'affaires, parce qu'il a quand même sorti La Reine des Neiges 2, Star Wars, Avengers, Le Roi Lion, Aladdin, Dumbo, que des films qui ont engrangé un max de fric. Et du coup, on peut se dire, bon, ils auraient peut-être pu patienter 6 mois pour sortir leur Mulan, ou ils auraient pu se dire, bon allez, on le lance à perte,
parce que nous sommes bons princes. C'est ça l'humanisme. Bref, ils ont fait le choix délibéré de ne pas soutenir l'industrie cinématographique. Et là maintenant on va parler un tantinet médiocrité. Vous êtes au courant qu'il y a plein de vidéastes qui font tous les mêmes vidéos pour donner leur avis à chaud sur plein de sujets de merde, et en fait il n'y en a aucun qui a creusé un peu le sujet. Il y a bien In The Panda qui a fait une vidéo tout à fait correcte, et que j'approuve à 100%, et vous savez combien il m'en coûte de le dire. Mais voilà, personne n'a fait le travail de fond, il faut que ça soit moi qui m'y colle, hein, voilà. Hein, c'est moi qui fais la synthèse, hein, voilà, c'est pour ça que je suis bon, hein, voilà. En fait, ce que fait Disney, là, en diffusant son film directement sur Disney+, c'est ce qu'on appelle une intégration verticale. C'est-à-dire que Disney va être maître de son film du début à la fin, de sa production, de la pensée du film, jusqu'à la sortie dans les salles de cinéma. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une loi antitrust, qui s'appelle le décret Paramount. Et cet Hollywood antitrust, il empêche les majors de cinéma, c'est-à-dire les gros studios de cinéma, de posséder des salles. Parce qu'en fait, lorsque tous les gros studios possédaient des salles, ce qui se passait, c'est qu'ils ne programmaient plus que leurs films à eux. Pour schématiser, c'est comme si maintenant il y avait des salles Warner, des salles Disney, des salles Universal, et que les salles Universal ne passaient que Jurassic World, les salles Disney passaient Star Wars et puis Avengers, et les salles Warner passaient que Joker. Ce qui fait qu'il n'y a plus de salles pour les petits films qui ne peuvent donc pas être diffusés en salle. Et on appelle cette situation-là un oligopole. Les États-Unis, ils sont libéraux, mais quand même, ils essayent de se protéger des entreprises qui deviennent trop grosses et qui contrôlent absolument tout. Et donc là, en fait, Disney, en passant par Disney+, ils vont récupérer directement tout le fric, et il n'y aura pas de part pour les exploitants de cinéma. Plus de billets pour Disney. Et notre ami Régis avait bien compris que la survie des salles de cinéma était en jeu, puisqu'il dit ça. Beaucoup de jeunes sont déconnectés de la réalité et pensent que la survie des cinémas intéresse la majorité des gens, alors que c'est totalement faux. Les gens voient un film et passent à autre chose. Ils sont intéressés par les prix et le cinéma sont moins compétitifs. Il y a un moment, l'expérience ne suffit plus et le grand spectacle des salles, quel intérêt pour les non-cinéphiles de se déplacer? Payer cher pour un film devant lequel ils risquent de s'ennuyer, alors que sur Netflix, ils ne perdent que du temps et ils peuvent zapper. Choix évident. Je pense que malheureusement il a raison, mais ce n'est pas une raison. En fait, là, il traite les gens comme des simples consommateurs et le cinéma comme un simple produit. Bien évidemment qu'il y a des gens qui consomment du cinéma purement et simplement comme un simple divertissement, juste pour oublier qu'ils sont mortels, oublier qu'ils vont mourir, et oublier à quel point ils sont médiocres. Je vous renvoie vers Blaise Pascal pour en apprendre plus. Sauf que vous le savez, le cinéma, ce n'est pas qu'un produit, ce n'est pas qu'une industrie, c'est également de l'art. Les gens, ils aiment bien rappeler, oui, mais le cinéma, ce n'est pas que de l'art, c'est également une industrie, mais il y en a parfois qui l'oublient dans l'autre sens. Et lorsque tu parles d'art, tu n'es pas censé pouvoir tester un échantillon gratuit de 10 minutes sur Netflix, et puis après te dire, oh, finalement, cet échantillon ne me convient pas. Je zappe. Et d'ailleurs, il va bien falloir se rendre compte qu'on ne fait pas un film de la même manière pour Netflix ou pour la télévision qu'on fait un film pour le cinéma. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais jeune, beau, grand, fougueux, maintenant je ne suis plus que grand et beau, mais à cette époque, j'étais allé voir Michael Haneke en conférence. Michael Haneke venait de gagner une palme d'or à Cannes pour le Ruban blanc. Et dans sa conférence, il nous expliquait qu'il avait réalisé des téléfilms dans sa jeunesse. Et qu'il ne concevait pas du tout de la même manière un téléfilm qu'un film de cinéma. Parce que lorsque tu fais un téléfilm, tu fais un film qui est censé être diffusé à la télévision. Ça paraît banal de le dire, mais c'est bien ça. C'est-à-dire qu'à la télévision, tu n'es pas dans une salle de cinéma. Quand tu es à la télévision, tu peux te faire interrompre par ton môme qui braille, tu peux être en train de faire à manger, en train de faire du repassage, tu peux être en train de surfer sur ton smartphone, sur ton téléphone cellulaire. La manière de regarder un film n'est pas du tout la même que lorsque tu es au cinéma. Lorsque tu es au cinéma, tu pars du principe que le spectateur arrive à l'heure, qu'il voit tout le film, qu'il est attentif, qu'il n'est pas en train de faire autre chose en même temps. Et s'il n'est pas en train de faire autre chose en même temps, tu n'es pas obligé de lui rappeler sans arrêt toutes les 5 minutes les enjeux de ton histoire. Tu peux les dire une fois, c'est bon, c'est explicite, et hop, on passe à la suite. Et surtout, au cinéma, tu vas pouvoir te permettre des choses que tu ne peux pas te permettre à la télévision ou bien sur Netflix. Admettons, tu as un film qui essaie d'installer un peu une ambiance. Va essayer d'être capté dans une ambiance quand tu es à moitié sur ton téléphone en train de faire des égo-portraits. On est bien d'accord que ça ne marche pas. Tu regardes un film d'horreur avec tes copains en train de rigoler avec de la bière, tu ne vas jamais être pris dans l'ambiance. Et si jamais tu regardes un film un peu lent, où il y a une ambiance macabre qui s'installe petit à petit pour te faire peur, et que tu es là avec tes camarades de lutte en train de te marrer, eh bien l'ambiance va pas du tout marcher, et puis quand tu vas voir que c'est un peu lent, qu'il se passe pas grand chose, eh ben tu vas juste t'ennuyer, tu vas faire quoi? Tu vas zapper, ou tu vas arrêter le film, ou bien tu vas avancer le film, ou tu vas mettre le film en vitesse x2, ou je ne sais quoi. Et à ce moment-là, l'ambiance ne marche plus du tout. Et donc ma question c'est comment est-ce que tu peux créer une ambiance? Je prends l'exemple toujours d'un film d'horreur, mais ça peut être autre chose, ça peut être du suspense dans un film policier.
avec un spectateur qui peut zapper à chaque instant, c'est-à-dire à la moindre contrariété, il dit « Oh non, c'est bon, ça me saoule, hop, j'avance de 5 minutes, hop, je coupe, hop, je fais faire autre chose, hop, je zappe, je vais me regarder un autre programme. » C'est-à-dire qu'à la moindre contrariété, ton spectateur peut partir. Alors que dans la salle de cinéma, normalement, tu pars, mais seulement si tu t'emmerdes à mourir, ou bien si tu es en train de voir un truc beaucoup trop choquant, ou je ne sais quoi. Disons que c'est moins compliqué de cliquer ailleurs sur Netflix que de lever son gros cul de la salle de cinéma. Et surtout, il ne faut pas oublier que Netflix, et Disney+ également, ils voient absolument tout ce que vous faites sur la plateforme. C'est-à-dire, si vous lancez un film et que vous le coupez, Netflix le sait. S'il y a une série que vous abandonnez, Netflix le sait. S'il y a des films que vous regardez plusieurs fois, Netflix le sait. S'il y a des genres que vous préférez, Netflix le sait. S'il y a des scènes que vous allez re-regarder en boucle, Netflix le sait également. Netflix sait tout ce que vous faites. Donc en fait, Netflix peut analyser vos goûts pour essayer de produire un contenu qui va être adapté au goût de ses spectateurs. Et là, c'est très important pour la suite de la vidéo, c'est-à-dire que tu n'as pas un auteur, un mec qui a pensé son film, qui a une idée, qui a envie de raconter quelque chose, de te faire vivre des émotions. Tu as au contraire des séries, des films qui sont produits avec juste des éléments que les gens sont censés apprécier, pour que les gens regardent et restent captivés devant leur écran. Les choix ne sont pas faits à visée artistique, mais uniquement de façon mercantile, de façon à ce que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme. Bref, à partir du moment où tu es sur Netflix, tu es manipulé pour rester sur la plateforme, et tout ce que tu fais va servir à te manipuler encore plus pour que tu restes encore plus sur la plateforme. On est là face à une sorte de moule qui va sortir des films similaires et interchangeables. Et on peut se demander si c'est toujours une œuvre d'art, et si c'est toujours de qualité. Et pour nous aider à répondre à ça, on va regarder ce qu'en dit Immanuel Kant. Immanuel Kant a écrit un livre qui s'appelle Critique de la faculté de juger. Je viens de le lire, c'est un bijou. Et forcément, je ne vais pas réussir à rendre honneur à toute la complexité de la pensée de Kant. Donc vraiment, c'est un livre, il faut le lire. Il est assez long, il est assez compliqué. Néanmoins, ce n'est pas le bouquin le plus compliqué de Kant. C'est pas le plus simple non plus. Mais vraiment, si jamais vous vous intéressez à la création artistique, c'est un bouquin à lire. Impérativement. Clairement, moi, ça a changé ma vie. Et je dis pas ça pour plaisanter. Et donc on va regarder si d'après ce que dit Kant sur l'art, si ce que fait Netflix est de l'art ou non. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il a plu, hein, voilà, c'est pas de la sueur, c'est de la pluie. Voilà, et je vous mets des photos de moi là qui attendais sous la pluie, tranquillou pilou, avec mon ordinateur dans les bras, dans un sac poubelle que la pluie se termine. Et on va continuer cette vidéo à l'intérieur au sec. J'ai froid. Et donc on se retrouve pour définir l'art selon Kant. Alors Kant, il va définir l'art sur 3 aspects. Le premier, c'est qu'il dit que, en droit, on devrait appeler art que la production par liberté, c'est-à-dire par un arbitre qui place la raison au fondement de ses actions, définition kantienne du libre arbitre. En gros, tu fais de l'art seulement si tu agis par raison. Et dans un deuxième temps, il va définir l'art comme n'étant pas la science. En tant qu'habileté de l'homme, l'art est également distingué de la science, tout comme le pouvoir l'est du savoir, à la manière dont la faculté pratique se distingue de la faculté théorique, la technique se distingue de la théorie, tout comme l'arpentage se distingue de la géométrie. En gros, il y a une dimension beaucoup plus pratique, beaucoup plus matérielle dans l'art que dans la science. Ensuite, il va expliquer la différence entre l'art et l'artisanat. On distingue également l'art de l'artisanat. Le premier est dit libéral, le second peut être nommé mercenaire. On considère le premier comme s'il ne pouvait répondre à une finalité, réussir que comme jeu, c'est-à-dire comme une activité en elle-même agréable. On considère le second comme un travail, c'est-à-dire comme une activité qui en elle-même est désagréable, pénible, et qui n'est attirante que par son effet, par exemple par le salaire, et qui par conséquent peut être imposée de manière contraignante. Bon, en gros, il a une vision de l'art où en fait tu fais de l'art pour l'art, alors que l'artisanat, tu vas plus le faire par devoir, par exemple pour manger. Néanmoins, il va rajouter ça, dans le même paragraphe. Mais il n'est pas inutile de rappeler que dans tous les arts libéraux, il faut qu'il y ait une certaine contrainte, ou comme on le désigne, un mécanisme sans lequel l'esprit, qui dans l'art doit être libre, et qui seul anime l'œuvre, n'aurait aucun corps et s'évaporerait entièrement. Par exemple dans la poésie, l'exactitude et la richesse de la langue, ainsi que la prosodie et la métrique. Dans la mesure où beaucoup de nouveaux éducateurs croient contribuer le plus à un art libéral, en y supprimant toute contrainte, et en le transformant, de travail qu'il était, en un simple jeu. Donc là, il dit quand même bien que dans l'art, il y a des règles et qu'il faut les respecter. D'ailleurs, un peu plus loin, il va même qualifier ceux qui veulent absolument briser toutes les règles et faire n'importe quoi de charlatans. Et donc, moi, j'aurais bien aimé savoir ce que penserait Kant, par exemple, de l'art contemporain, de cette volonté d'aller sans cesse questionner les fondamentaux de l'art, de cette volonté d'aller sans cesse questionner même la définition de l'art. Est-ce qu'un monochrome, pour lui, ça serait de l'art? Est-ce que le ready-made de Duchamp serait de l'art? D'ailleurs, votre réponse à vous ne m'intéresse pas.
Sauf si vous êtes la réincarnation de Kant, et si vous êtes la réincarnation de Kant, je vous invite à vous manifester en commentaire. Bien évidemment, la réincarnation de Kant, je veux bien lui parler. Et ça m'amène à une deuxième question, qu'est-ce qu'il penserait par exemple d'un poète comme Rimbaud, bien d'un cinéaste comme Godard, qui ont comme volonté de faire voler les codes en éclats, de construire d'autres codes. Donc là, on a vu trois aspects de l'art selon Kant. Donc la liberté de son auteur, donc qui agit par raison. On a vu que c'était pas de la science, on a vu que c'était pas de l'artisanat. Et qu'il y avait des règles. Bon. Maintenant, pour Kant, il y a plusieurs types d'art. Il n'y a pas qu'un seul type d'art pour Kant. Et donc pour lui, il va définir ça comme ça. Si l'art conforme à la connaissance d'un objet possible se borne à exécuter les actions nécessaires afin de le réaliser, il s'agit alors d'un art mécanique. Mais s'il a pour fin immédiate le sentiment de plaisir, alors il s'appelle un art esthétique. Celui-ci relève soit des arts d'agrément, soit des beaux-arts. C'est un art d'agrément lorsque sa fin, c'est que le plaisir accompagne les représentations en tant que simple sensation. C'est un des beaux-arts lorsque sa fin, c'est que le plaisir accompagne les représentations en tant que mode de connaissance. Donc là, l'art mécanique, on va mettre ça un peu de côté, on va s'intéresser vraiment aux arts esthétiques. Dans le cinéma, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Parce que même le pire film Netflix a quand même envie que tu ressentes du plaisir devant lui. Donc je récapitule, il y a deux types d'art. Il y a l'art mécanique et l'art esthétique. L'art esthétique, c'est lorsque cet art sert à créer du plaisir. Et dans cet art qui sert à créer du plaisir, il y a le plaisir comme simple sensation. Et à ce moment-là, c'est un art d'agrément. Et lorsque ça va un peu plus loin que ça, que ce simple plaisir, cette simple sensation, on pourrait parler des beaux-arts. Du moins pour Kant. Pour rappel, si vous n'êtes pas d'accord avec Kant, vous en prenez pas au messager, c'est-à-dire moi, vous lisez le bouquin, vous pondez une contre-théorie de Kant. Voilà. Facile, non? Et il va donner, selon moi, quelque chose qui correspond exactement au film Netflix dans la définition des arts d'agrément. Les arts d'agrément sont ceux qui ont la jouissance pour seul but. Tels sont tous les attraits qui peuvent à table contenter la société. Par exemple, raconter de façon divertissante, amener la société à une conversation franche et vivante, la disposer par la plaisanterie et le rire à un certain ton de gaieté, dans lequel, comme l'on dit, on peut bavarder à tort et à travers, sans que personne se tienne pour responsable de ce qu'il dit, parce qu'il ne s'agit que d'une conversation en passant, et non de quelque chose qui serait destiné à fournir durablement matière à être médité ou répété. Là, on voit bien, votre film Netflix de merde n'a pas vocation à marquer l'histoire du cinéma. Je parle bien là des productions Netflix. J'ai pas vu la The Old Guard ou je sais pas quoi, ou Tyler Rake, mais ça m'étonnerait que ces films de merde, 10 ans plus tard, vous disiez « Oh, oui, quand même, oui, oh, The Old Guard avec Charlize Theron, oui, franchement, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre !» Bon, vous allez regarder une fois, vous allez vous marrer, vous allez boire votre bière devant, on est clairement face à un art d'agrément. D'ailleurs, il va même rajouter ça, à quoi viennent s'ajouter tous les jeux qui n'ont d'autre intérêt que de faire passer le temps sans que l'on s'en aperçoive. Clairement, on est là face à la définition du divertissement. Donc moi, avec cette définition-là, je veux bien accepter que les jeux vidéo sont une œuvre d'art. Mais une œuvre d'art qui ne fait pas partie des beaux-arts, c'est-à-dire pas au même titre que la sculpture, l'architecture, la poésie, etc., mais comme une sorte d'art d'agrément, de plaisir immédiat. Et dans cette définition d'art d'agrément, on rejoint donc ce que disait Pascal, c'est ce que tu vas regarder, ce que tu vas faire pour tout simplement oublier ta propre mortalité, oublier que tu vas mourir et que tu es une merde. Profondément une merde. Et pour lui, les beaux-arts, ça va plus loin que ça. Les beaux-arts, en revanche, sont un mode de représentation qui porte en lui-même une finalité et qui contribue pourtant, bien que ça soit sans intention finale, à la culture des facultés de l'esprit en vue de la communication en société. Dans son concept, la communicabilité universelle d'un plaisir contient déjà ceci, qu'il ne saurait s'agir d'un plaisir de jouissance tiré de la simple sensation, mais d'un plaisir de la réflexion, et de la sorte, l'art esthétique, en tant qu'il relève des beaux-arts, est un art qui a pour mesure la faculté de juger réfléchissante, et non point la sensation des sens. Bon, on voit bien que pour lui, les beaux-arts, faut quand même que ça parle un peu à ta tête et pas juste à ton bas-ventre. Je dirais grossièrement qu'il faut quand même que ça t'élève un peu intellectuellement. Ensuite, Kant va parler du rapport entre la nature et l'art, et je vous invite vraiment à le lire, je peux pas tout détailler. Mais il dit ça qui est intéressant. En effet, qu'il s'agisse de beauté naturelle ou qu'il s'agisse de beauté artistique, nous pouvons dire dans ces deux cas, est beau ce qui plaît dans le simple jugement, et non pas dans la sensation des sens, ni par l'intermédiaire d'un concept. Or l'art a toujours l'intention bien déterminée de produire quelque chose. Mais s'il s'agissait d'une simple sensation, laquelle est quelque chose de purement subjectif, qui dû être accompagné de plaisir, ce produit de l'art ne plairait, dans le jugement, que par la médiation du sentiment des sens. Si le projet portait sur la production d'un objet déterminé, cet objet, le projet une fois réalisé par l'art, ne plairait que par l'intermédiaire de concepts. Mais dans les deux cas, l'art ne plairait pas dans le simple jugement. En d'autres termes, il ne plairait pas en tant qu'art du beau, mais en tant qu'art mécanique. Donc là, on voit bien que pour lui, que si tu veux faire des beaux-arts, il faut pas juste avoir un concept, c'est-à-dire avoir une idée, puisque l'exécution de cette idée deviendra un simple art mécanique.
Tout comme il ne faut pas juste avoir une simple sensation, parce que la sensation, elle est purement subjective et tu peux pas discuter est-ce que tu as ressenti oui ou non une sensation. Donc on voit bien que réussir à faire des beaux-arts, c'est pas si facile que ça. Et pour Kant, pour faire des beaux-arts, il faut être un génie. Voilà, c'est ça, c'est dit, et il va développer ça en 4 points. 1. Que le génie est un talent consistant à produire ce dont on ne saurait donner aucune règle déterminée. Il ne correspond pas à une aptitude, à ce qui peut être appris d'après une règle quelconque. Il s'ensuit que l'originalité doit être sa première priorité. Donc là, on voit bien que clairement, nos films Netflix qui sont conçus tous dans le même moule, ou bien nos films Disney d'ailleurs qui sont tous conçus dans le même moule, vous savez, les Avengers qui sont tous construits dans le même moule, clairement ça ne marche pas, ça ne peut pas être des beaux-arts, et la personne qui l'a fait n'est pas un génie. Voilà, je suis navré. L'absurde pouvant lui aussi être original, les produits du génie doivent en même temps être des modèles, c'est-à-dire exemplaires. Par conséquent, bien qu'eux-mêmes ne naissent pas d'une imitation, ils doivent toutefois servir à d'autres de mesure ou de règles de jugement. Là, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, après, ton œuvre d'art, ton chef-d'œuvre, si t'es un génie, il doit servir de mesure, de maître étalon, on va dire. On doit comparer ensuite les autres œuvres à toi, et il doit en inspirer. Le génie est donc incapable de décrire lui-même ou d'exposer scientifiquement comment il donne naissance à son produit. Mais c'est au contraire en tant que nature qu'il donne la règle de ses productions. C'est pourquoi l'auteur d'un produit, qu'il doit à son génie, ne sait pas lui-même comment se trouvent en lui les idées qui s'y rapportent, et il n'est pas non plus en son pouvoir de concevoir à volonté, ou selon un plan, de telles idées, ni de les communiquer à d'autres à partir de préceptes qui les mettraient à même de concevoir des produits comparables. Donc là, on rejoint encore une fois l'idée qu'il n'y a pas de formule qu'on pourrait appliquer partout, tout le temps, pour faire une œuvre d'art, pour faire une bonne œuvre d'art, et que même l'artiste lui-même ne sait pas exactement ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, pourquoi ses idées se trouvent en lui, etc. Et il conclut comme ça. Il en résulte enfin que par l'intermédiaire du génie, ce n'est pas à la science que la nature prescrit des règles, mais à l'art, et ce n'est le cas que dans la mesure où l'art dont il s'agit fait partie des beaux-arts. Donc là, on voit bien qu'il y a toute une partie que j'ai occultée sur le fait que les beaux-arts, vraiment, il y a un rapport avec la nature. Je vous invite à lire pour en savoir plus. Donc, pour résumer, pour Kant, il n'y a pas de moule dans lequel on fait de l'art. Il ne faut surtout pas imiter pour faire de l'art. Il ne faut pas non plus imiter la nature pour faire de l'art. L'art, c'est vraiment quelque chose qui émane d'un génie. Bref. Vous aurez bien compris que donc, derrière le fait que Mulan ne sorte pas au cinéma, et le fait qu'ensuite les films puissent être uniquement conçus pour être sur des plateformes de SVOD type Netflix ou Disney+, il y a le problème, la crainte que les films ne soient plus conçus par des génies, et je dis pas là que les films actuels de Disney sont conçus par des génies, on a vu que non, puisqu'ils sortent tous du même moule, mais que sans salle de cinéma, on court le risque que tous les films qui vont sortir ensuite sur les plateformes de SVOD soient uniquement conçus d'après vos propres habitudes de consommation qu'on connaîtra extrêmement bien, et ne soient plus ainsi que des arts d'agrément et non pas des beaux-arts. Donc, pour répondre à Régis lorsqu'il disait « Oui, non, mais les gens, ils s'en foutent des salles de cinéma, etc. », la question c'est est-ce qu'il faut leur donner vraiment aux gens uniquement ce qu'ils veulent? Parce que si jamais on leur donne uniquement ce qu'ils veulent, on ne fait plus des beaux-arts, on fait un art d'agrément, un art plaisant, un art jetable. Il faut préserver le cinéma de son propre public, pour qu'on puisse toujours le surprendre, pour qu'on puisse toujours lui faire vivre des émotions. Néanmoins, je ne serais pas forcément aussi pessimiste que certains, parce que je pense que même si Disney et les grands majors de cinéma ne sortent plus leurs films que sur leur propre plateforme de SVOD, moyennant un petit tarif de $30, je pense que le cinéma a survécu à de nombreuses crises, notamment par exemple lorsque la télévision a débarqué dans les foyers. Il a fallu réinventer le cinéma pour le rendre plus beau, plus grand, plus spectaculaire. Avec le téléchargement illégal, il a fallu continuer à ce que les gens aillent en salle et ne regardent pas tout à la télé chez eux. On a fait des films en 3D. On a toujours été dans le plus grand, dans le plus beau, dans le plus spectaculaire. Et puis là, maintenant, si tous les blockbusters sont diffusés uniquement en SVOD, je me dis qu'il y a peut-être une carte à jouer pour certains studios qui auront donc toutes les salles de cinéma qui auront survécu, il n'y en aura peut-être pas beaucoup, pour diffuser d'autres films, d'autres façons de faire du cinéma, et pourquoi pas avec des choses qu'on ne peut pas encore avoir chez soi, par exemple de la 4D, vous savez, avec les sièges qui tremblent et tout, enfin un truc absolument horrible, je déteste ça, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'il y a toujours moyen peut-être de se réinventer, pour faire en sorte que les gens continuent à aller dans les salles de cinéma, continuent à payer leur impôt sur la connerie, pour qu'on puisse à côté financer des bons films. Mais le mais c'est que forcément si jamais tu veux équiper tes cinémas en siège qui vibre ou je sais pas quoi, ou bien des trucs avec des odeurs pour que ça sente le paix lorsque tu regardes un film d'Eddie Murphy, eh bien ça va coûter des sous et seulement les gros multiplex pourront se le permettre, tandis que les salles plus modestes risquent tout simplement de ne pas pouvoir diffuser ces films dans ces conditions-là et donc de disparaître. En somme, il faut pas croire que la décision de Disney est anodine, et on est peut-être au grand devant d'une période de chamboulement du cinéma tel qu'on le connaît.
Mais ça ne répond pas à la vraie question de cette vidéo. La vraie question de cette vidéo, c'est ça, c'est est-ce que ce tableau-là, fait-il partie des beaux-arts, comme le prétend Patrick Timsit? Hitler était un génie.